Moi, j'aime beaucoup venir en mer. Moi, il me semble que je suis chez moi. C'est là qu'on peut reprendre des forces pour continuer. Je laisse des choses ici, mais je reprends des choses importantes. Faire de nous un peuple. Moi je connais que le Père Joseph qui a fait ça. C'est une histoire véridique d'un peuple qui est vraiment un peuple du monde. Mais ça, c'est unique. Je dirais presque que c'est un miracle. Mais comment ça se fait qu'il connaît ma mère sans la connaître? Il ne connaissait pas la vie de ma mère. Mais c'était sa vie qu'il racontait, là. Mais c'est une vie, justement, de toutes les pauvres, quoi, qui subit. Et dans ce temps-là, moi, je ne pensais pas à ça. Je voyais que l'histoire de ma mère. Et je ne voyais pas l'histoire des autres. Et ça rejoint justement tous les autres. Parce que lui, c'est aussi sa propre vie, ce qu'il a souffert en étant enfant. Et souvent, je me suis dit, mais comment ça se fait? Mais maintenant que je sais un peu mieux dans l'histoire, je vois que c'est une histoire de toutes les pauvres, quoi. De toutes les mères qui subissent ça. Là, j'ai fait la promesse au Père Joseph de le faire connaître un peu mieux ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire du Père Joseph, de son enfance et tout ce qu'il a fait, et surtout ceux qui n'arrivent pas à lire. Dans un chaos, je vois que tu as écrit orphelin à Auteuil. Oui, parce que ça veut dire? Ça veut dire que il y avait un temps que sa mère, elle ne savait plus quoi faire avec Joseph, parce qu'il faisait des conneries, il allait voler des poires ou bien des fleurs. Okay. Et ceux de la paroisse, les bonnes femmes, ils ont conseillé à sa mère de le mettre dans un orphelinat pour le dresser, quoi. Et c'était déjà tout prêt, il avait sa valise vraiment pour y aller. Et sa mère, à la dernière minute, lui dit « Non, tu n'es pas orphelin, tu as une mère. » Alors il reste. Quand ils m'ont mis au château de Lully, j'avais 10 ans et demi. J'arrivais avec quelqu'un qui m'a emmené là. Et il y avait des sœurs qui sortaient, ils m'ont pris ma valise. Et puis ils m'ont fait monter un escalier au premier étage. Puis ils m'ont montré une petite chambre. Il y avait un lit, une table, une chaise. Et c'était tout. Il n'y avait autrement plus rien du tout. C'était une petite chambre. Et après, ils m'ont envoyé une jeune dame. Elle m'a montré comment il fallait broder. Et heureusement, j'aimais beaucoup faire la broderie. Parce que c'était du matin. À 7h30 jusqu'à 6h du soir, j'étais à broder. Et ce qui était un peu pas bien, c'était que j'étais très isolée, j'étais très seule dans cette chambre de faire cette broderie. J'avais personne pour parler. C'était que la broderie. Mais je dis toujours heureusement que j'ai aimé faire cette broderie. Et parce que j'ai aimé faire, c'est que ça m'a servi justement de faire cette tapisserie là pour la vie du Père Joseph. Qu'est-ce qui faisait que le Père Joseph, dans la manière de s'engager avec les plus pauvres, c'était différent? C'est très, très, très différent parce qu'il a vécu, parce qu'il a lui-même vécu dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Il a même perdu une sœur parce qu'à cause de la faim, c'est fou. Lui, il connaissait notre vie vraiment par cœur, puis il savait aussi qu'est-ce qu'il nous fallait pour changer. Et c'est ça qui est difficile. Parce que les autres, ils sont tellement
leur avis de faire comme ça et comme ça, qu'il n'y a que ça qui joue, puis ils regardent que nous, on est aussi capables, justement, mais ils nous prennent pas au sérieux notre capacité de faire quelque chose. Mais le Père Joseph savait tout de suite. Quand j'ai su qu'il a carrément ôté cette soupe qu'on veut toujours nous donner, cette soupe, déjà que j'étais petite, ils m'ont toujours dit, il faut gagner la soupe. C'est toujours gagner la soupe. Alors on reçoit cette soupe, au lieu de mettre justement une bibliothèque, parce que c'est là, il faut qu'on puisse se former, apprendre. Ce que je fais, est-ce que ça sert à celui-là qui est encore vraiment derrière ces injustices, ou bien qui ne se trouve plus parce qu'il y a trop de misère? Comment faire ce partage que pour chacun? Est-ce que je fais, je me demande toujours, est-ce que ça sert? Parce que souvent, on veut faire quelque chose, on le fait, mais ça sert à moi, ça ne me sert rien du tout. J'ai déjà une fois, Eugène, elle voulait aussi faire quelque chose, puis je lui ai dit, mais moi, je veux pas ça. À moi, ça me sert rien. Moi, je veux quelque chose qui me sert. Si ça me sert rien, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il veut faire quelque chose, bon, qu'ils le font, mais c'est pas pour moi. Et vous mettez quoi dans ce mot sert, vous entendez? Est-ce que c'est... Ça sert, est-ce que ça sert quelque chose? Est-ce que ça lui fait, par exemple, sortir de son lit et de faire peut-être 2-3 pas dans la nature? C'est comme dans le temps, j'avais des familles qui ouvraient même pas leurs volets. J'ai eu 3 ans à faire mes pas jusqu'à ils ouvrent leurs volets, où ils trouvent de nouveau un peu de... Mais maintenant, ça s'est resté ouvert. Mais c'est fou le temps qu'il faut. On se dit en soi-même que les autres vont comprendre et ils vont continuer dans ce sens. Et ainsi de suite. Nos histoires, là, Nelly, c'est peut-être, va aussi dans ce sens. Laisser un témoignage pour la postérité. Et puis pour que ça continue. Jusqu'à la libération. Comme tu dis, parce que tu viens de dire, il faut que cela cesse. Peut-être on ne va pas le voir, mais la postérité, les autres qui vont continuer ce combat, peut-être ils vont l'amener à notre dos à terme. J'ai fait ce passage avec un volontaire Nolly Christen, mais on a mis 7 ans. Pour écrire ça. On a mis 7 ans, c'est pas facile d'écrire, quoi, et vraiment d'aller au profond des choses. Ouais. Et, parce que j'ai tout un passage d'injustice qu'on pense que, ou c'est beaucoup d'autres qui n'osent pas encore lever leur voix, ou bien ils n'osent pas dire comment ils ont vécu. Peut-être ça leur donne le courage aussi de se lever et se sentir non coupable de ce qui s'est arrivé. Ils osent s'ouvrir aussi. Mais c'est le premier livre en allemand qui est vraiment personnel, et en même temps quand même aussi ATD et le Père Joseph. C'est ça qui m'a permis aussi d'avancer et d'être debout dans ce monde. Ça nous paralyse quand on est, comment on dit, obligé d'avoir de l'aide financière de l'État. On est considéré autrement et tout de suite on a peur qu'ils viennent et puis qu'ils nous retirent encore ça, puis qu'on a encore moins que rien. Et moi, ça me fait peur aussi des fois. Je me dis, bon, maintenant, j'ai trouvé des gens vraiment qui me soutiennent, mais la peur reste quand même. Je suis jamais sûre, est-ce que c'est bien ce que je vais lire officiellement et puis le montrer à... Ouais. Mais d'un côté, je me dis que c'est comme ça, les gens commencent à parler, peut-être aussi d'eux-mêmes. Parce qu'en Suisse, on ne parle pas de... C'est caché, quoi.
On préfère mettre les plus pauvres dans un home ou dans une institution, mais surtout pas la laisser que les gens voient. On ne les voit pas. Et je trouve que c'est bien si on commence à parler et de voir qu'il y a aussi quand même autre chose, et encore ça aujourd'hui. C'est pas du passé, c'est vraiment aussi l'avenir. Alors si avec mon livre, je peux arrêter l'avenir de l'injustice des futurs enfants, ben, c'est aussi quelque chose que j'espère que ça sert. Nelly hat jetzt schon 20 Buchlesungen in der deutschen Schweiz gemacht. Aber die heutige ist eine ganz besondere. Hier in der Schönheit von diesem wunderbaren, ja magischen, leuchtenden Kaffee. Und umrahmt von Nellys Bildern, den Gesichtern aus der ganzen Welt, wie sie sagt, und die uns während der Lesung anschauen. Für Nelly ist das hier ein Ort, der ihr viel Kraft gibt, Ruhe, inneren Frieden. Und als wir zusammen am Buchschreiben waren, kamen wir sehr oft hierher. Immer dann, wenn wir zu Hause nicht mehr weiterkamen, wenn es zu schmerzvoll wurde manchmal, dann war das hier unsere Kraftquelle. Die allererste Zeit meiner Kindheit hauste ich zusammen mit meiner Mutter in einem Keller. Das heißt, das Haus gehörte einem Onkel, einem Bruder meiner Mutter. In diesem Haus wohnten nur Verwandte. Der Onkel war alleine mit seinen 8 Kindern. Seine Frau war bei der Geburt des letzten Kindes an Herzversagen gestorben. Er bewohnte den ganzen oberen Teil des Hauses. Im 1. Stock wohnte meine Großmutter. Alle, die in diesem Haus wohnten, nannte sie Mutter. Ihr selber habe nie gelernt, zu meiner eigenen Mutter Mama, Mami oder Mutter zu sagen. Immer nur ihren Rufnamen Bella. Viel später vernahm ihr, dass sie eigentlich Isabel hieß. Wir waren nur im Keller geduldet. Meine Mutter und ich teilten ein Bett. Im gleichen Raum stand noch ein Bett eines anderen Onkels, der auch nirgendwo sonst Platz hatte zum Schlafen. Da standen auch noch seine Skien und sein Moped. Für uns war noch eine Kommode da für alle Kleider. Und so war dieser Raum voll. Für mich war das eigentlich ein Abstellraum, ein Abstellgleis. Trotz all dem habe ich auch Schönes erlebt. Ich durfte im Keller wenigstens mit den Mäusen spielen. In meiner Kinderfantasie sah ich sie angezogen als Mutter und Vater mit ihren Kindern. Wenn ich sah, dass die Großmutter mit dem Besen kam, sagte ich schnell zu ihnen, sie sollen sich verstecken. Ich erzählte ihnen auch, dass ich schuld sei, dass Jesus eine Dornenkrone tragen musste. Und ich bat sie, mir zu helfen, diese Dornen einzeln wieder auszureißen. Ansonsten hatte ich gar keine Spielsachen, nur die Mäuse. Kurz vor den Sommerferien sagte meine Großmutter zu mir, man will dich versorgen. Was heißt das, versorgen? Sei froh, du kommst an einen Ort, da musst du später nicht in einer Fabrik arbeiten. Sicher dachte sie, dass ich im Heim, wo ich jetzt hinkommen sollte,
bessere Chancen hätte, um zu lernen und dass ich dort eine gute Ausbildung erhalten würde. Die Klosterfrauen vom Kindergarten und der Pfarrer könnten etwas damit zu tun gehabt haben, dass ich in ein Heim musste. Also, Nelly, du weißt ja, ich habe selber auch einen Sohn, der leider nicht bei mir lebt. Und ich gebe mir die grösste Mühe, dass ich ihn trotz allem so lieb habe. Auch wenn mir weggenommen worden ist. Ich probiere alles zu machen für ihn. Und ich hoffe, spürt das auch, dass ich da bin für ihn, dass ich gute Ideen habe, obwohl ich selber nicht sehr viel Geld habe. Ich probiere immer einen tollen Tag mit ihm zu machen, oder ein paar tolle Stunden. Und er hat auch schon gesagt, hey Mami, du bist eigentlich eine ganz schöne Frau. Und das ist ein riesiges Kompliment für so einen 6-jährigen kleinen Mann. Und ich muss sagen, ich freue mich schon wieder, morgen ihn zu sehen. Und hoffe, dass wir morgen wieder einen kleinen, schönen Tag haben. Auch wenn ich ja auch in die Schule und alles, aber leider keinen Abschluss dürfen machen. Vielleicht ist sie ja bei ihm besser, ich weiß es jetzt noch nicht. Er geht jetzt erst nächstes Jahr in die erste Klasse. Es ist bei mir heute, wie wenn immer wieder Licht inmitten der Dunkelheit explodieren will. Licht in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Obwohl man mir immer den Schnauf wegnahm und mir regelrecht abschnürte, schnaufe ich zum Trotz weiter. Und ich möchte auch mein Licht in die Welt bringen, mindestens einen Lichtstrahl, der zu mehr Frieden und Gerechtigkeit führt. Vielleicht sogar einen Stern wie der von Bethlehem, der einen wichtigen Weg zeigte, hin zum ärmsten Kind, das damals vergessen in einem Stall bei den Tieren lag. Und doch war es gerade dieses kleine Kind, das den größten Frieden ausstrahlte. Stehen wir alle auf und lernen, den anderen nicht alleine zu lassen. Streckt eure Hände weit aus. Denn jede Hand, die man zu einem Menschen hinstreckt, ist Gold wert.